Hey, salut. Nouveau live. Hi, Touton. Touton, elle vient juste, je viens d'enlever un peu la neige. Elles essayent de venir dans le garage. On s'est pris pas mal de neige cette semaine, en fait. Énormément de neige. Donc, les poules, elles aiment pas la neige. Elles aiment pas marcher dans la neige. Ça les stresse. Un Jumpies. Mais je viens de leur ouvrir le garage. Et donc elles veulent aller dans le garage, mais elles veulent pas marcher sur la neige. Come on, girls. Let's go in the garage. Come on. Le poulailler va toujours bien. Ça fait le boulot, c'est génial. Je suis super content. On peut voir les lits là-bas. Mais donc le poulailler, la tente gitan là, la tente gitan fait le boulot. On a eu pas mal vu qu'on a eu pas mal de neige, on a eu aussi la semaine dernière, il faisait un peu plus doux, et donc on a eu pas mal, de fonte, donc beaucoup de glace après. Bref, c'est un peu le bordel, mais ça va, tout fonctionne. Je vais checker le RAW. C'est pas gelé encore. Ça gèle pas très très vite en fait. C'est un gros, une bonne quantité d'eau. Donc les poules vont bien. Tout ça pour dire que les poules vont bien. Elles sont un peu, c'est un petit peu l'époque où elles s'emmerdent un peu quoi. Elles veulent passer à autre chose. Jumpies. Où elles veulent passer à autre chose. Elles ont du mal à naviguer la neige. Elles aiment pas marcher sur la neige. J'essaye de leur ouvrir le garage le plus possible. Comme ça, elles peuvent venir dans le garage et rester un petit peu au sec. Elles adorent venir dans le garage, surtout Touton. Touton, c'est vraiment une poule assez particulière en fait. On a un lien assez intense avec Touton. Donc c'est assez sympa. C'est un espèce de chien à deux pattes en fait. Le gel pour tes citernes, tu gères comment? J'ai pas d'eau dans les citernes. On vide toutes les citernes avant l'hiver. La seule citerne que je garde, en fait, je la mets dans la serre. Je sais pas si. Est-ce que je peux aller dans la serre? Putain, il y a de la neige. Donc ouais, les citernes, on vide tout. Hop là. On vide. Comment, Bernie? On vide tout avant l'hiver. Ça inclut les grosses citernes. Donc là, j'ai deux petites citernes de l'autre côté, du côté sud. Et là, j'ai les grosses citernes côté nord qu'on a complètement vidées. Et en fait, ce qu'on fait, j'aime bien la neige sur les arbres. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que je mets un gros tonneau. Faut que j'ouvre la porte, faut que je déneige avant. Hop, on va passer dans la serre. Oh. Je mets... c'est quoi dans tes citernes? Du vin. Mais non, je garde un gros tonneau ici dans la serre. C'est un peu gelé là. Et on se sert de ce tonneau-là, en fait, tout l'hiver. Un pour gagner une grosse densité, en fait, dans la serre. Là, tu vois, regarde, il gèle. J'ai pas de chauffage dans la serre. Il gèle, regarde, il y a de la neige. Il y a presque 1 mètre de neige sur le côté. Je chauffe pas l'hiver. Et tout ça, c'est des navets et tout. Donc, on se sert, en fait, de cette eau pour arroser dans la serre, mais aussi et surtout pour mettre une densité assez importante. Tu vois, on a des seaux un peu partout.
c'est gelé. Mais ça rajoute de la densité dans la serre et donc tout gèle moins vite. Mais ça reste l'hiver dans le Montana et donc ça gèle et il fait froid, mais ça pousse quand même. C'est assez incroyable, hein. On a tu vois, il y a de la gel, il y a du gel partout, ça gèle à l'intérieur de la serre. Ça doit descendre, toi, toutes les nuits, ça doit descendre, quoi. Là, il fait quoi? Il fait centigrades. Il fait 2 degrés dans la serre. Il fait 2 degrés dans la serre. Non, il fait 2 degrés dehors. Bah, il fait 2 degrés dans la serre aussi. Il fait la même température. On a toute la neige sur le toit de la serre. Bon, là, c'est une journée un petit peu particulière. Il neige et il n'y a pas de soleil. S'il y avait du soleil, tout fondrait et il ferait 25 degrés dans la serre. Et genre 2 degrés dehors, quoi. Mais donc, voilà. Tout se passe plutôt bien. C'est l'hiver. Tout est en stand-by. On a eu un hiver plutôt doux pour le moment. Là, c'est vraiment une grosse cette semaine. Putain, froid, neige à mort. Toi, toute la neige qu'on a. Mais rien d'anormal. C'est l'hiver. C'est l'hiver dans le Montana. Tu fais quoi avec le vin en bois? On va aller voir les abeilles. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport aux abeilles. Alors c'est toujours pareil. En fait, il y a 2 catégories de gens. Il y a les gens qui posent des questions. Et puis il y a les gens qui font des affirmations. Si vous ne savez pas, posez des questions. Moi, je veux bien répondre à toutes les questions. Hey, girls, go in the garage. Go in the garage, girls. Tuton is over there. Yeah, Tuton is in the garage. Come on, girls. Come on, let's go in the garage. Et donc avec les abeilles, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui font des affirmations au lieu de poser des questions, au lieu de dire tiens, oh putain, il y a de la neige. Tiens, est-ce que par exemple la neige sur les ponts d'envol là, est-ce que ça gêne les abeilles? Est-ce qu'elles peuvent continuer de respirer et ainsi de suite? Posez-moi des questions. Au lieu de dire oh, tu devrais dégager la neige, sinon elles vont mourir asphyxiées. Des conneries comme ça. C'est des conneries tout ça. C'est des conneries tout ça. Les abeilles, il faut savoir qu'elles vivent très bien par elles-mêmes dans la nature. Mais donc là j'ai des ruches un petit peu particulières parce que je suis dans le Montana, qu'on est sur un climat hyper froid et donc en fait la hausse, cette hausse ici, c'est une hausse qui est faite spécialement pour l'hiver. Et donc en fait il y a énormément d'aération, tout est ouvert sur la hausse du haut ici, avec des couches d'isolation et tout ça pour réguler la température, mais aussi et surtout l'humidité à l'intérieur de la ruche. Donc tout est fait exprès, j'ai pas besoin de dégager la neige sur les ponts d'envol, elles le font elles-mêmes et elles le font très bien. Et en même temps, quand on a comme ça des coups de froid, mais aussi des gros bouts de neige, des gros tombées de neige comme ça, la neige les isole encore plus. Bien évidemment, elles ne sont pas stupides. Il y a toujours des points d'aération sur nos ruches. Là, si je soulève le papier, j'ai 2 gros points d'aération juste sous le papier ici qui n'est pas fermé. Donc tout respire. Et si elles volent, si elles ont besoin, elles feront un trou dans cette neige-là. Je mettrai une photo par exemple de ce qu'elles font avec la neige. Mais j'ai pas. Le moins je fuck with them, le moins je les emmerde et le moins je les dérange, le mieux. C'est ma philosophie avec les abeilles. Bien évidemment, s'il y a un problème, si je dois les aider, je suis là pour ça. Mais putain, regarde celle-là. Hé, fille, c'est l'hiver, il fait froid, rentre. Donc voilà, elles sont encore en vie, tout va bien au niveau des abeilles et elles font leur truc. Si elles ont besoin de sortir, il y a des points de sortie ici, il y a des points d'aération, il y a tout ce qu'il faut
Il y a du miel à l'intérieur, il y a du sucre à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour elles, pour qu'elles survivent à l'hiver. Des fois, elles sortent. Alors les abeilles d'hiver sont beaucoup plus grosses que les abeilles d'été. C'est très intéressant de voir que les abeilles d'hiver ont un corps beaucoup plus imposant que les abeilles d'été. Mais voilà, elles font leur truc. Tu vois, là il neige, il fait 2 degrés dehors. Et si elles ont envie de sortir un petit peu, de prendre l'air, de faire caca, parce que c'est comme ça aussi qu'elles font caca. Mais là, il fait trop froid pour elles. Normalement, elles sortent pas en dessous de 10 degrés, on va dire. Mais, tu vois, hop, ça vole. Tu vas où? Et donc, putain, ça sent super bon. Putain, j'adore. Je crois que c'est en fait mon truc préféré de l'apiculture. C'est l'odeur des ruches, l'odeur des abeilles, l'odeur du miel. C'est vraiment. Oh putain, ça sent le vrai, ça sent le rustique, ça sent la réalité. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, pensez quand vous me posez des questions ou quand vous installez vos systèmes, pensez qu'on n'est pas forcément dans les mêmes climats. Moi, je suis dans le Montana. J'habite pas à Palavas-les-Flots. Donc tout change par rapport à ça. Tiens, on va espionner le voisin. Putain, le voisin. Ok, tout se passe bien. Mais donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, mais encore une fois, pensez que hey, girls, come on, let's go in the garage. Come on, let's go in the garage. Allez, on va dans le garage. Come on, let's go. Come on, Brownie. Brownie, come on, let's go. Putain. Come on, Brownie. Hop, tuk, let's go in the garage. Jumpies. Depuis qu'elle a été pas bien, elle va beaucoup mieux, mais c'est toujours délicat avec les poules parce qu'en fait les vétos du coin, je sais pas si c'est parce que c'est genre rural à mort, les vétos du coin en fait ils s'en branlent des poules et donc quand on est allé voir le vétérinaire pour Jumper, en fait notre vétérinaire. Bouge-toi les oreilles, Jumpies. En fait, le vétérinaire nous a dit moi je veux bien la zigouiller là, derrière, dans l'allée. Et donc, on a dit au vétérinaire qu'elle allait se faire enculer. Et on a gardé bien évidemment Jumpies. Et ça fait à peu près 6 mois qu'elle était vraiment pas bien, elle allait mourir. Et puis là, ça va quoi. Donc elle passe l'hiver tranquille, t'as vu, elle a même sa crête est super belle, même pour l'hiver. Cette année, il n'y a pas de gelure sur leur crête. Ça c'est grâce au nouveau poulailler. Mais donc Jumper va super bien. On est super content. Et cette salope de vétérinaire qui voulait la zigouiller dans l'allée derrière, ben voilà, elle avait tort. Elle pensait que Jumper allait mourir là. Oh putain, votre poule elle va mourir dans 24 heures. Je peux la zigouiller pour vous. Donc voilà. On va essayer de les faire sortir. Come on girls. Oh, je sais ce qui va. Les vers séchés. Je prendrai vos questions après là. Je vais leur donner un peu de vers séchés. Hop. On a eu 2 œufs ce matin. 2 œufs bien frais. Elles adorent. J'ai ma scie au fond du garage. Et elles adorent se mettre dans la sûre. Donc c'est leur endroit préféré en fait du garage. Hop, elles se mettent dans la sûre de ma scie. Et donc voilà. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir par exemple donc un vétérinaire, de se dire bon en plus on est en milieu rural, les mecs ils ont l'habitude, tu vois, ils s'occupent quand même d'une multitude d'animaux. Et en fait les poules ils y connaissent que dalle. Et puis c'est pas qu'ils y connaissent que dalle, c'est qu'ils s'en branlent quoi. Come on girls.
Let's go. Come on. Come on, girls. Come on, girls, let's go. Come on. Come on, let's go. Let's go in the garage. Come on. Et donc, c'est toujours chiant, quoi. Et en plus, c'est con parce qu'elle était sympa et tout. Mais non, quoi. Ils y connaissent rien en poule. C'est vraiment le jetable de la ferme, hein, la poule. Et là, c'est pas ma philosophie, quoi. Moi, c'est un être vivant. C'est pas du jetable, quoi. Come on, girls. Come on. Come on, sweeties. Come on. Come on. Okay. We're in the garage if you need us. Bon, c'est parti, on va prendre quelques questions. Est-ce que vous voulez faire comme la dernière fois? On fait... est-ce que vous voulez faire... Toi, là, la bouffe, ça marche même pas. Elles veulent même pas marcher sur la neige. Salut Gilles, salut Xelia, salut à tous, salut Pierre, salut Pipio, salut Bastien. Putain, il y a tout le monde. Alors, Squetch. Un Patreon bientôt avec pourquoi pas un retour des gros articles pour les contributeurs. Alors, Squash, ça va être un malin, il a remarqué que j'ai dégagé tous mes gros articles du blog. Et donc, effectivement, c'est ce que je pensais faire à un moment, c'était faire du Patreon. Putain, elle repart à l'intérieur. Vous êtes vraiment des poussis, hein. Et donc, c'est ce que je voulais faire à la base, je voulais faire un Patreon. Attends, je vais m'asseoir dans le poulailler. Hop. Et en fait... Putain, Patreon a vraiment merdé là dernièrement. Ils nous ont fait un truc nul à chier, c'est qu'ils ont commencé à censurer des gens pour pas grand chose. Et donc ça, j'ai un petit peu remis en question mon idée de passer sur Patreon parce qu'effectivement c'était un petit peu l'idée. Je me suis dit tiens, je vais dégager les gros articles du blog. Parce que je me les ai fait voler 150 000 fois. 2, parce que je voulais vraiment privilégier les gens qui sont vraiment à 100%, et ça n'a pas forcément besoin d'être un échange d'argent, mais les gens qui sont à 100% et pas peut-être toujours faire dans l'assistanat et l'aisance et la facilité des gens qui sont là juste en touriste. Et donc, voilà, c'était un petit peu l'idée, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas... Hi Bernie. Pourquoi pas peut-être mettre les articles sur Patreon, faire vraiment des vidéos, là j'ai 3 vidéos que je veux vraiment faire, pourquoi pas les mettre sur Patreon, et en fait là Patreon a merdé, ils ont censuré des mecs et tout, et je me suis dit, ah putain c'est vraiment casse-couille, et donc je sais pas, je suis en stand-by, je sais pas encore trop comment je pense pas que je vais faire Patreon, mais donc à suivre. On va voir comment ça se passe. Donc je sais que ok, donc vous dites de la merde là. Vous vous amusez dans les commentaires. Donc voilà, ça c'est pour vraiment le côté Patreon. Je sais pas comment ça va se passer. Les articles sur le blog, mes gros articles sur le blog ne vont pas être remis sur le blog. Donc voilà, je suis en train de bosser sur un truc. Je suis en train de bosser sur un truc à côté. Donc voilà, on en reparlera. Emmanuel Lambolet, salut Vol-Ouest. As-tu une cave à vin? Je n'ai pas de cave à vin, je ne bois pas de vin, je ne bois pas d'alcool. Je suis un garçon en fait hyper raisonnable, mais j'ai jamais aimé l'alcool en fait, et j'aime encore moins le vin. J'aime pas le vin, j'aime pas la bière. De temps en temps maintenant, vu qu'on a des voisins russes là, putain, c'est impossible d'aller chez eux sans boire de la vodka. Donc voilà, une fois par mois, putain, je vais me faire une vodka quoi.
Mais donc voilà. Je peux pas venir en stage, question de priorité, mais clairement payer régulièrement pour du contenu poussé, je suis prêt et je ne dois pas être le seul. Je sais que vous êtes nombreux en fait à vouloir, et c'est vraiment hyper généreux et gentil de votre part. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir me sponsoriser sur Patreon pour que je fasse plus de vidéos en détail et plus de trucs un petit peu vraiment poussés. Encore une fois, pas pour les touristes et les ninjas du keyboard, mais pour les gens qui sont vraiment intéressés. Et c'est vrai que je dois avouer que ça fait 8 ans que je le fais et j'ai un petit peu perdu. Bon, j'ai jamais vraiment eu trop d'espoir, mais j'ai un petit peu perdu d'engouement, si tu veux, pour le faire. Parce que c'est vraiment, ça m'a cassé les couilles, quoi. Tu vois, là encore avec les ruches, ouais, c'est un peu casse-couille, quoi. Donc y a toujours des gens pour armer leur gueule, et puis les gens sont jamais contents. Gratuit c'est trop cher, les gens sont jamais contents, faut toujours que ça critique, faut toujours que ça casse les couilles. Et donc c'est vrai que pendant très longtemps j'ai fait complètement abstraction et je fais toujours abstraction, mais c'est plus le même, le même plaisir pour moi de faire des choses. Et donc je sais que j'ai un public, je sais que vous êtes un public absolument fantastique. Que vous êtes un public absolument hyper généreux avec moi. J'ai jamais mis de publicité, j'ai jamais fait payer mes articles, j'ai jamais fait payer mes vidéos. J'ai toujours tout fait tout gratuit. Et je sais que si demain matin je dis voilà, je suis sur Patreon pour $1 par mois, je sais que vous allez être très nombreux à me sponsoriser sur Patreon et c'est super. Mais j'ai encore du mal à faire cette démarche. Donc voilà, on y réfléchit. Tout. Bastien Volwes sera au Shot Show avec moi l'année prochaine. Venez nous voir. Ouais, on essaye. Bon voilà, on va organiser. Julien Neige et les véganes, tu kiffes? Alors non, je ne kiffe pas. Je kiffe pas les véganes, mais en même temps j'ai rien. Enfin, je veux dire, chacun bouffe ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est un peu comme les pratiques sexuelles. Qui vous enculez, j'en ai rien à foutre. Maintenant c'est pas mon truc. C'est pas mon truc et c'est vrai que je suis dans une dynamique peut-être un petit peu privilégiée en étant dans le Montana, en ayant des voisins chasseurs, en étant dans une culture très proche en fait de la ferme, très proche de la terre, très proche des animaux. J'ai longtemps vécu en ville, je suis né et grandi parisien. J'ai vécu à Los Angeles pendant des années et j'avais pas ce contact. Bastien, c'est beau, je vais chialer. J'espère que tu vas chialer. Mais donc j'avais pas ce contact avec le monde animal, avec la nature, avec la chasse et tout ça. Et donc, comme je l'ai déjà dit, j'ai eu des périodes végétariennes, j'ai eu des périodes où j'ai été végétarien, mais pas vegan. Encore une fois, je me méfie toujours des gros mouvements qui se font un petit peu politisés et qui sont un petit peu radicaux. Je suis quelqu'un d'assez équanime. Je suis quelqu'un d'assez équilibré. J'évite un petit peu comme ça les écarts. J'évite un petit peu les écarts radicaux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient philosophiques, qu'ils soient à l'échelle nutritionnelle. Et donc je suis pas vegan. Maintenant, est-ce que je bouffe de la viande comme un gros porc? Est-ce que j'assassine mes poules tous les 3 jours parce que j'ai pas eu mon fixe de viande? Non. Bien évidemment, j'ai un rapport, surtout depuis que j'ai des animaux comme les poules, j'ai un rapport à l'animal qui a toujours été très très sensible. Et donc j'ai un rapport à l'animal qui est un petit peu privilégié. Et encore une fois, puisque je suis en milieu rural, puisque j'évolue dans un milieu où la culture de la chasse, donc le Montana aux États-Unis, la culture de la chasse et la culture de la pêche est une culture extrêmement développée, extrêmement raffinée. C'en est devenu un art. Et donc j'ai un rapport un petit peu privilégié avec ça et je suis capable
je suis capable de trouver de la viande qui a été chassée éthiquement. Je ne suis pas sur de la viande de magasin, je ne suis pas sur de la viande d'élevage. Encore une fois, je suis très privilégié là-dessus. Donc voilà, c'est une grosse conversation. On en a déjà parlé avec Gilles sur plusieurs lives, mais je ne suis pas vegan, je ne suis pas végétarien. Mais c'est vrai qu'on a une consommation de viande qui est assez restreinte et qui est surtout d'une qualité absolument fantastique. Comme je le dis toujours, si je mange de la viande, je vais autant faire se peut que ce soit moi qui tombe l'animal, qui chasse l'animal. Je trouve qu'il y a un respect ici, et que si tout le monde était chasseur, que si tout le monde devait tuer son propre animal pour manger son steak le dimanche, je pense qu'on mangerait beaucoup moins de steak. C'est ma philosophie, mais je pense que si tous les bobos parisiens bien pensants qui mangent leur poulet d'usine de Chine, qui vient de Chine tous les dimanches, venaient avec moi chasser dans les montagnes du Montana, marcher pendant des kilomètres et des kilomètres, pour tomber un animal, le regarder dans les yeux, tomber cet animal et bien évidemment récolter la totalité de cet animal, que ce soit la fourrure, les os. Là, je viens de faire bouillir un renard là cette semaine. On essaye d'utiliser la totalité de la viande, de l'animal, de respecter le plus possible cet animal et d'avoir un rapport sain avec la nature. Un jour, c'est moi qui vais tomber dans les bois, et un jour, c'est les animaux, les vers, les bébêtes qui vont me manger moi. C'est un cycle que je respecte, c'est un cycle qu'il faut apprécier, mais c'est vrai qu'on a une déconnexion absolument catégorique quand on est en ville, et donc généralement c'est vrai que c'est plus souvent les urbains qui ont une vision de la chasse et une vision de la protéine animale qui est totalement foirée en fait, qui est totalement merdique. Mais donc gros sujet, mais j'essaye d'être le plus humain possible, le plus humble possible. Mes animaux ne s'enfuient pas. Enfin, je veux dire, c'est pas, j'ai pas un rapport avec mes animaux qui est oh putain des poules de merde, tiens vas-y. Dégage, je vais te bouffer demain. Je peux pas, je peux pas. Et c'est pareil avec les animaux que nous consommons. C'est pareil avec les cerfs, les wapitis, tout ce que nous tombons. Et c'est très rare. Mais tout ce que nous tombons, quand nous tombons un animal pour de la viande, c'est quelque chose qui se base plus sur une philosophie primitive, une philosophie de vie qui se rapproche plus peut-être des peuples autochtones que de la manière dont nous exploitons les animaux aujourd'hui pour faire tenir les villes. C'est-à-dire que si on n'avait pas les villes, si on n'avait pas les urbains qui nous cassent les couilles avec les lois sur les armes à feu, le véganisme et tout ce bordel, si on n'avait pas les urbains pour nous casser les couilles avec tout ça, on serait encore sur des pratiques ancestrales, des pratiques qui ont du sens, qui sont équilibrées, qui sont autonomes, qui sont résilientes, qui sont indépendantes, et on serait pas sur des élevages de poules en batterie où on a 15 000, 30 000, 40 000 poules dans un bâtiment. Enfin, je veux dire, c'est absolument horrible. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, les autochtones qui vivaient ici ont tous eu des animaux, ont tous mangé des animaux. Par période, plus ou moins, ça dépend. Mais voilà, c'est vraiment du bon sens, c'est de la vie, c'est du respect de la vie et toutes ces choses-là. Mais je suis pas, moi je suis pas. J'ai du mal à politiser le truc et j'ai du mal. Faites ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux, mais je sais comment ça se passe pour moi, je sais comment ça se passe pour nos animaux, c'est la seule chose que je peux faire encore une fois avec le blog, c'est témoigner.
Moi, je suis là que pour témoigner. Je suis là pour témoigner de comment je vis moi, de comment je traite mes animaux et toutes ces choses-là. Après, vous avez le droit, bien évidemment, d'être d'accord, de pas être d'accord, de manger de la viande, de pas manger de la viande, toutes ces choses-là. Maintenant, effectivement, les poulets de batterie, quand je vois la vie qu'ont nos poules, hein? Est-ce que tu es content, Jumpies? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu as de la place? Est-ce que tu gratouilles? Est-ce que tu gratouilles la terre? Bon, tu gratouilles que dalle en ce moment parce que y a rien à gratouiller. Mais donc voilà, j'en suis là. On peut continuer cette conversation. Je peux vous emmener peut-être un jour avec moi à la chasse avec le téléphone. On peut continuer d'avoir cette conversation et donc de faire avancer le schmilblick. Mais je pense qu'il y a énormément. C'est un sujet hyper émotif. Et je comprends que ce soit un sujet hyper émotif, mais voilà, si on peut y mettre un petit peu de bon sens, un petit peu de raison, un petit peu d'équanimité, c'est pas plus mal. On va passer à autre chose. Je débarque, tu as changé de poule? Non, c'est toujours les mêmes. Akira, 78 000, as-tu déjà eu affaire à un ours dans le Montana et comment as-tu géré? J'ai croisé plusieurs ours, j'ai croisé pas mal d'ours en fait. Le premier ours que j'ai croisé, j'étais à la chasse justement avec un ami chasseur et il y avait une petite vallée. Et il y avait à peu près 10 mètres d'une crête de vallée à l'autre. Donc c'était un petit vallon, on était sur la crête du petit vallon de droite. J'étais en progression, donc on était en progression de chasse. On chassait l'oiseau à l'époque. Et donc, à un moment, on entend un bruit énorme arriver de l'autre côté de la petite rigole. Et en fait, c'était un ours qui dévalait la pente en courant. Impressionnant. Il devait, j'en sais rien, 30 km par heure. Un truc absolument impressionnant. Il nous a capté du coin de l'œil, mais il a continué à descendre à fond la caisse. Et ça, c'était ma première rencontre avec un ours. Ça change un peu tout en fait. C'est assez intéressant en tant qu'être humain de se retrouver dans un environnement où on n'est plus le prédateur apex, où on n'est plus en haut de la chaîne, même si je pense qu'on n'est jamais en haut de la chaîne, qu'il y a par exemple des microbes microscopiques, des virus microscopiques qui nous niquent constamment. Donc j'ai du mal à continuer de croire que nous sommes en haut de l'échelle prédatorielle, mais on a cette idée, on est l'homo sapiens, et donc c'est toujours intéressant de se retrouver en milieu naturel comme ça, dans un univers, sur un terrain où on n'est plus en haut de l'échelle, où on peut se faire tuer assez facilement et assez rapidement, que ce soit par un ours ou un lion des montagnes, beaucoup de lions des montagnes ici aussi. Et donc c'est toujours une sensation très intéressante que j'apprécie énormément. Comme je le dis toujours, je préfère habiter dans un monde où je sais que le loup existe et le loup est dans la forêt. Et je préfère exister dans cette forêt en sachant que le loup est là. Plutôt que de vivre dans un environnement totalement aseptisé, ou en tout cas où on a l'impression qu'on est totalement aseptisé. Ça me parle plus trop. Donc voilà, oui, effectivement, j'ai rencontré énormément d'ours. Lions des montagnes, on en a beaucoup. J'ai mon voisin là de 14 ans qui est parti à la chasse. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, nez à nez avec un lion des montagnes. Bon voilà, c'est complètement différent, mais c'est un sentiment que j'apprécie. C'est un sentiment d'humilité qui je pense est très important. Donc
Donc voilà, on pourrait encore une fois en parler pendant des heures. Ami Glouze, arrives-tu aujourd'hui à te nourrir ainsi que ta femme tout au long de l'année avec le potager que tu as actuellement? Alors non. Et encore une fois, l'idée... Ah putain, je deviens vieux là. Encore une fois, l'idée... je sais qu'il y a énormément de... Les gens adorent le terme autonome. Et donc on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. Moi je préfère le terme résilience, je parle de résilience alimentaire. Mais donc l'autonomie est quelque chose de très difficile. Salut les filles, à tout à l'heure. L'autonomie est quelque chose de très difficile à obtenir, tout simplement parce que si on prend l'ensemble de nos besoins, donc ça va par exemple voilà de la tomate en passant par le faire des vêtements, les lunettes, tout le bordel. Hey Touton, c'est très difficile. C'est très difficile d'être autonome sur tous les points de vue. En plus, par exemple, si voilà, je fais de la récupération de l'eau, par exemple, je fais de la récupération de l'eau, c'est génial, j'ai des bidons et tout, mais si on pousse l'analyse jusqu'au bout de l'autonomie, c'est pas moi qui ai fabriqué les bidons. Donc comment je peux moi tout seul dans mon garage avec des matières premières fabriquer des bidons, ça devient très complexe. Comment dans mon garage je peux tout seul fabriquer mes propres vêtements, mes chaussures, mes lunettes, mes couverts, mes poêles à frire, mes éponges, tout ce qui va avec. La discussion sur l'autonomie est toujours assez bizarre pour moi, parce que si on pousse le bouchon, bien évidemment, il est très difficile d'avoir une autonomie qui est totalement cohérente et bien évidemment une autonomie qui est à 100%. Donc je préfère parler de résilience. Alors est-ce que je suis résilient avec mon potager? Oui. Est-ce que je peux survivre avec mon potager? Peut-être. Maintenant, est-ce que je suis totalement autonome en nourriture avec ce que je peux produire ici à la ferme? Non. Mais j'arrive à me démerdouiller. C'est pour ça que j'ai pris la triptyque. Encore une fois, moi je suis très trinité. Je marche sur toujours 3 solutions. Mais donc j'ai le jardin potager, j'ai les poules et j'ai les abeilles. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que je suis capable, par exemple, de là où je ne suis pas autonome ou là où je ne suis pas résilient, par exemple en viande, parce que j'aime pas trop aller chasser quand même. Donc là où je suis pas trop résilient en viande, je peux par exemple faire du troc et troquer soit mes œufs, soit mon miel. Et c'est ce qui se passe là, ici, maintenant, depuis 1 an, 2 ans. Donc, par exemple, je ne fais pas de pommes de terre. J'ai pas assez de place pour faire toutes les pommes de terre et tout le bordel. Donc, je peux troquer des œufs ou du miel pour faire des pommes de terre. Tout ça pour dire que le message, c'est pas forcément d'être autonome à 100%, mais le message c'est d'être le plus flexible et le plus résilient et le plus indépendant possible, tout en sachant que quoi qu'il arrive, nous sommes des êtres sociaux et on a besoin de cette collaboration quoi qu'il arrive. Et donc je pense que ce qui est très intéressant, c'est de penser, au lieu de penser autonomie, penser collaboration. Si on arrive à penser collaboration, non seulement on va venir influencer ici nos voisins, on va venir influencer nos proches, parce qu'on va leur dire, tiens, si toi tu fais pousser des fraises, moi je fais pousser des betteraves, toi tu me donnes la moitié de tes fraises, moi je te donne la moitié de mes betteraves, et au moins là on a 2 jardins et une association, une collaboration qui parle. Là, on est dans le concret et on est, je pense, dans ce qu'il y a de plus intime chez l'être humain, c'est-à-dire la coopération de clan. C'est mon idée du clan, et donc je pense que c'est ça qui est intéressant. Donc, au lieu de penser en termes d'autonomie, c'est-à-dire de penser en termes de ta gueule, ok ? Parce que c'est quoi l'autonomie ? C'est juste toi être autonome pour toi, pour ta gueule. Moi, c'est pas trop ma démarche. Moi, je préfère être résilient, mais résilient à l'échelle
de mon quartier, résilient à l'échelle peut-être de ma région, résilient à l'échelle peut-être de mon État, de mon pays, et ainsi de suite. Mais donc, j'ai jamais pensé en termes d'autonomie, j'ai toujours pensé en termes de résilience et de collaboration. Et vu que je suis parti sur une thématique de collaboration, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui est le plus pratique pour collaborer? Les œufs, c'est génial. Les œufs, les filles, elles me pondent des œufs tous les jours, qui sont déjà empaquetés. J'ai pas besoin d'une production spéciale pour enrober les œufs, pour empaqueter les œufs, pour je sais pas quoi. Je peux les amener directement, les mettre dans une petite boîte et les amener directement à un voisin, les donner à ce voisin, et ce voisin me donne 5 kilos de patates. Ce voisin me donne une veste, et ainsi de suite. Pareil avec le miel, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui coûte vraiment cher, qui est très difficile à faire, que tout le monde ne fait pas. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que si tu es dans une région où tout le monde fait de la betterave, ne fais pas de la betterave. Fais quelque chose que tu vas pouvoir échanger avec de la betterave. Mais donc, je me suis dit, tiens, les abeilles, c'est vraiment absolument génial. Elles nous donnent du propolis, elles nous donnent du miel, elles nous donnent de la cire. 3 éléments qui sont absolument le plus résilient et survivaliste que tu puisses trouver. Et donc, salut Rossignol, on se voit bientôt. Et donc, j'ai pensé collaboration, j'ai pas pensé autonomie. Je pense que c'est l'erreur que font beaucoup de gens. Pourquoi ils font cette erreur? Parce que généralement, ils sont tout seuls et qu'ils parlent en termes d'individualiste. Ils partent sur un terrain individualiste et d'individualisme. Personnellement, j'ai déménagé d'une grande ville où on était totalement individualiste et anonyme, pour venir à une échelle beaucoup plus humaine, pour arriver dans une ville, dans un village à taille humaine. Qu'est-ce que ça veut dire la taille humaine? Ça veut dire collaboration. Ça veut dire que collaboration avec mes voisins, collaboration avec mes proches, construction d'un clan et construction d'un réseau à circuit court par rapport à notre résilience et notre autonomie alimentaire, vestimentaire, tout ce que vous voulez. C'est ça qui est génial. Et là, on commence. L'autonomie, c'est juste gratter la surface. L'autonomie, c'est se dire, tiens, putain, ouais, s'il y a une couille ou, tu vois, j'en ai marre de manger ces produits de merde, je veux être autonome en fraises, Et là, tu pars sur un délire et tu essayes d'être autonome en fraises. Mais encore une fois, c'est juste pour ta gueule. C'est bien, c'est un bon début, c'est pas mal, peut mieux faire. L'autre échelle, l'échelle supérieure, c'est de passer à la collaboration clanique. Ça va pas le faire avec tout le monde. Il y a des gens que j'aime pas, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Je suis pas très hippie pull qui gratte, je suis pas très feuille sur le zizi, mais j'ai mon approche à moi qui est personnelle et j'arrive en ville. Par exemple, à ce jour, j'ai troqué par exemple du miel pour des antibiotiques avec mon docteur. C'est assez fantastique en fait quand on y pense. Je troque de la viande régulièrement avec mon voisin, les Russes là. Je troque de la viande régulièrement, des œufs contre de la viande. Donc voilà, on arrive à faire énormément de choses comme ça et à collaborer. Et donc mon jardin, pour répondre à la question, mon jardin potager ne nous donne pas une autonomie de 100%, mais nous donne une collaboration la plus précise possible, c'est-à-dire que je fais pousser dans mon jardin les choses que je sais que les autres ne font pas pousser. Et j'arrive non seulement à me nourrir de ça, et vous allez voir cette année on a vraiment un programme pour le jardin très intéressant, mais donc j'arrive à produire une certaine quantité de nourriture que bien évidemment nous utilisons à l'année, mais aussi et surtout j'arrive à collaborer, c'est-à-dire à faire du troc avec mes voisins. Et encore une fois, je vous rappellerai que l'échange économique comme ça, à l'échelle du troc, n'est pas taxable. Si vous vivez surtout dans les pays qui sont hyper taxés, c'est hyper important, c'est hyper intéressant. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Pour moi, pour résumer, le principal, c'est pas d'être autonome, c'est d'être collaboratif. Je commence à avoir froid aux mains.
Mamazia, quel impact a le shutdown sur vous? Donc shutdown du gouvernement, aucun, zéro. On s'en branle complètement, je m'en branle complètement. C'est tous des idiots, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est une caste de politiciens professionnels et de gouvernementeux professionnels et je m'en branle complètement. Ouais, c'est la fête dans les coms, hein, c'est clair. Bon bah voilà, vous avez juste envie de dire les conneries en fait et de rigoler. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Putain, il neige, il continue de neiger. Regarde le truc de neige. Bon, par contre, c'est super joli. Moi, j'adore quand il neige en fait. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. J'essaierai, Mathieu Roth, que penses-tu du jeûne? Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Il y a beaucoup de gens. C'est vraiment étonnant en fait. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent vraiment à la santé, au corps, tout le bordel, mais qui n'arrêtent pas de trouver des moyens pour faire violence au corps. Jeûner, c'est faire violence au corps. Alors, je suis pas pour. Je suis pas pour. Moi, déjà, mon petit Hitler dans ma tête. On a tous un petit Hitler dans notre cerveau. Mon petit Hitler que j'essaye de mater tous les jours, au fouet. Déjà me fait chier, me fait violence tous les matins quand je me réveille. T'as toujours ce petit Hitler de merde qui vient te polluer ta journée pour une raison ou pour une autre. Et donc je trouve qu'on se fait déjà hyper violence. Je trouve que le corps n'a rien demandé et que l'esprit et la tête fait violence à ce corps. On a vraiment ici une c'est pour ça que moi je nous appelle toujours l'homo sapiens au lieu de l'homo sapiens. Parce que putain, ce discours interne en boucle qui peut être extrêmement violent et qui donne aux gens des complexes physiques, des complexes d'infériorité, des problématiques nutritionnelles. Vas-y que je devienne boulémique et ainsi de suite. Je trouve qu'on se fait déjà énormément violence. Et donc, bien évidemment, tout peut être très bien fait, tout peut être très mal fait. Mais je trouve que c'est une autre violence. Je trouve que putain, mais soyez sympa avec vos corps, merde. Vos corps, ils ont pas de manger, de pas bouffer pendant une semaine. Ça, on passe en mode survie. Le corps passe en mode survie. Tout ça, c'est très fragile. C'est une machine hyper fragile. Je vais passer à autre chose. Que penses-tu de la vaccination antigrippale? J'en pense que du mal. J'en pense que du mal. Je pense que à l'heure d'aujourd'hui, on sait un petit peu tous maintenant que l'univers du pharmaceutique, c'est l'univers, c'est des milliards et des milliards chaque année. C'est un enjeu économique démesuré et que on est ici sur des machines à fric. Et donc, je pense que même si il y a énormément de bonnes choses à l'échelle médicale, mais je pense aussi qu'il y a énormément de mauvaises choses. Et une de ces mauvaises choses, c'est effectivement la vaccination antigrippale tous les ans. Je pense que c'est une arnaque. Je pense que c'est une arnaque parce que c'est prouvé, et même le CDC le dit aux États-Unis par exemple, que leur vaccin est aléatoire, qu'ils ont à peu près entre 4 et 10% de chances de tomber sur le bon H1 je sais pas quoi. Et donc en fait, c'est un petit peu au pif quoi. Donc je pense que c'est une manière pour eux de se faire un petit peu plus de pognon tous les ans. Et en plus, ça n'apporte rien d'exceptionnel. Alors on va, bien évidemment, il y a les gens qui sont pour, il y a les gens qui sont contre. Si vous êtes pour, allez vous faire vacciner tous les ans, moi je m'en branle. Mais moi personnellement, allez vous faire enculer. Putain, le premier qui essaye de me planter une aiguille dans le bras pour un autre vaccin à la con, je le démonte. Coup de boule, raclette, tartiflette. Donc voilà, je suis hyper contre. Voilà.
Euh... Encore une fois, il y a des vaccins, je suis 100% bon. Mais le vaccin antigrippal, non. Bon, ça c'est une bonne question, mais elle est trop longue. Non, mais vous allez pas me convaincre hein, sur le jeûne, les gars. Hein. Ni sur la vaccination. Hein. Ça sert à rien de me dire, allez, va voir ci, va voir cela. Ou moi, je suis pas là pour discuter. Hein. Vous me demandez mon avis. Encore une fois, moi, je suis là juste pour témoigner. Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Mais vous me convaincrez pas. Hein. Je ne ferai pas de jeûne. Je pense que le jeûne est un acte violent pour le corps. Je ne ferai pas non plus de vaccin antigrippal. Hein. Donc voilà. Squatch, allez j'insiste, un podcast à la Jack Spirko. Ce serait génial, on y pense. Mon épouse en fait elle veut que je fasse ça. Elle veut que je fasse un podcast à la Jack Spirko, mais j'ai pas encore trouvé le bon truc. Donc voilà, ouais, encore une fois, putain, oui, mais bon, le tétanos, j'ai jamais dit que j'étais contre le vaccin du tétanos. J'ai dit que j'étais contre le vaccin de la grippe, tous les ans. Toi, c'est ça qui est chiant, c'est ces conversations-là, on peut pas les avoir, parce qu'il y a toujours les gens qui comprennent mal, voilà. Que penses-tu des réservistes dans l'armée? Rien. C'est des conversations difficiles, hein. Et encore une fois, on est vraiment que sur des trucs émotifs, quoi. Donc, putain, c'est pas facile, hein. Et puis chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Hein. Moi, j'ai jamais dit à personne. Toi, là, j'ai un mec là que je connais, un de mes potes, qui s'est fait vacciner, donc qui a fait le vaccin antigrippal. 2 jours après, il a chopé la grippe, bien sûr. Mais donc je lui ai pas rionné, je lui ai pas dit ah t'es con, t'as vu, tu t'es fait vacciner, ça marche pas, c'est de la merde, ou pourquoi tu te fais vacciner, c'est de la merde. Je lui ai rien dit, je lui ai dit ah tu te fais vacciner, ok bon c'est cool. Chacun fait comme il veut. Si tu veux jeûner, jeûne. Si tu veux te faire vacciner, fais-toi vacciner. C'est comme les gens qui me cassent les couilles avec les armes à feu. Si tu n'aimes pas les armes à feu, n'en achète pas. Personne vous oblige à rien. Snell ou Nam, quels sont les projets pour 2019 dans la ferme urbaine? Premier projet, ici. Je vais creuser une mare. On va faire une mare. Donc voilà, on va faire une mare, ça va être génial. Et donc voilà, ça c'est le gros projet. Et puis deuxième projet, là, faut que je refasse une pergola. Je vais la faire un petit peu plus haute. Là, elle est un peu trop bas. Je vais faire une pergola tout le long. Ça c'est vraiment les 2 gros projets 2019 si je ne me trompe pas. Et puis à l'intérieur j'ai encore 15 000 trucs à faire quoi. L'intérieur putain là j'ai rien glandé quoi. Madame West ça commence à être chaud quoi. Donc il va falloir que je mais voilà le plus gros projet là c'est même pas un gros projet, ça va aller vite hein. Je vais bien trouver 2 gosses en ville qui vont me creuser le trou là. Donc voilà, mais le plus gros projet c'est ça. Est-ce que tu vas avoir des canards? Non, enfin je dis non, je ne pense pas. J'aimerais énormément avoir des canards. J'adore les canards, c'est le seul animal par exemple que je ne peux pas chasser. Je peux pas tuer un canard, je sais pas pourquoi. J'y arrive pas. Mais normalement on veut pas de canards. C'est juste c'est une question de permaculture. Tu vois là on a une Google. On a une culture sur but qui descend tout le long du jardin. Et donc en haut, là, en amont de la culture sur but, on va faire une mare qui va venir être approvisionnée par le toit ici, qui va venir approvisionner la mare. Et la mare va, elle, venir approvisionner en eau, en humidité et en microclimat le reste de la culture sur but. Vous allez voir, ça va être sympathique. Je suis effectivement canarophobe. Non, parce que si j'étais canarophobe, ça veut dire que j'aime pas les canards. C'est le contraire, j'aime trop les canards. On a des canards partout. Là, je peux sortir, j'ai des canards devant la maison.
J'adore les canards. Faut pas que les poules elles entendent trop parce qu'après elles deviennent jalouses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, j'avais vu un truc. Non, l'hydroponie, je ne peux pas. Je l'ai répété 150 000 fois. Regarde, tout gèle. Je ne peux pas faire de l'hydroponie. Il y a quelqu'un qui m'avait... Merde, putain, j'ai oublié. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question. Non, je peux pas répondre à ça. Il y a plein de trucs que je peux pas dire, en fait. Plein de trucs que je peux pas dire parce que c'est illégal. Enfin, c'est illégal au niveau de la loi. Donc voilà, bon, il y a plein de trucs que je peux pas dire. D'autres questions? Est-ce que j'ai zappé d'autres questions? J'aimerais bien avoir une oie, mais déjà on en aurait deux, mais je peux pas avoir d'oie ici. Putain, l'aquaponie encore. Pascal, je viens juste de répondre. Putain, vous suivez pas, hein. Je ne peux pas faire d'aquaponie, regarde. Il gèle, tout gèle. Comment tu veux que je fasse de l'aquaponie? Est-ce qu'il t'est arrivé de remettre en question certaines de tes convictions par rapport à quoi tous les matins? Tous les matins, je me regarde dans la glace et je me vire. Je me dis, toi, t'es viré, t'es nul à chier, hein, tout tonne. Ouais, je remets en question tout le temps, bien évidemment. C'est la seule manière où on peut avancer. Un tout tonne. Je me vois pas passer ma vie. Ça veut pas dire que je doute de moi. C'est une autre question. Faut faire la différence entre remettre en question les choses et douter de soi. Je ne doute pas de moi, mais effectivement, j'essaye de me remettre en question et de remettre en question mes stratégies le plus souvent possible. On pourra en parler, je trouverai des exemples. Question chauffage, il n'y a pas de question. Illégal au Montana, ouais, enfin surtout illégal en France, quoi. On te troll. Bientôt une vidéo sur les optiques vision nocturne thermique. Tu avais montré quelques jouets lors d'un live. Effectivement, oui, on pourra en reparler. Pourquoi beaucoup d'Instagram versus YouTube? Parce que YouTube me prend beaucoup plus de temps. Instagram, c'est facile, c'est juste une photo. J'aime beaucoup Instagram, c'est très facile, c'est très instinctif, ça le fait. Et donc voilà quoi, les poules du Montana. Pierre Champagne, tu es plutôt AR ou AK? J'aime bien les deux, mais je suis très 7,62 par 39, c'est-à-dire que en fait c'est le calibre 7,62 par 39 que j'adore. Donc je suis plus AK. Tu retournes au bercail? Allez, hop, retourne au bercail. Regrettes-tu certains de tes choix dans cette voie de résilience? Oui, bien sûr. Bien sûr. Pareil, ce serait trop long à développer. Mamazia, pourquoi t'as pas fait une carrière militaire? Alors j'ai failli re-signer mon capitaine à l'époque quand j'ai fait l'armée. Mon capitaine voulait que je re-signe pour 6 mois j'ai hésité. Et voilà, j'aurais eu une vie complètement différente parce que j'aurais fait militaire de carrière. Ça m'a bien plu, ça me plaisait vraiment même très beaucoup. Donc voilà, ça a été vraiment une grosse déchirure pour moi de dire non et de partir et de faire autre chose. J'ai dû m'enfuir très très loin. Je suis parti au Montana, enfin aux States. Ouais non, c'était les deux voies un petit peu. Je regrette pas du tout, mais j'aurais très bien pu faire militaire de carrière en s'offrant. Voilà, même si voilà l'univers militaire a énormément changé, mais ça m'aurait bien plu, ouais. Pipio, des invités pour tes prochains lives? Écoute, là, pas pour le moment. Voilà,
On aura Bastien va revenir là parce qu'on va parler couteau, mais voilà, c'est à peu près tout. Bad Company 69, combien d'entraînements par semaine? Alors, je fais combatif 3 fois par semaine. Je fais une journée, donc je fais 3 fois combatif par semaine, une journée d'entraînement physique et une journée de tir. 5 fois par semaine. Il reste 20 secondes, c'est la dernière question. Je suis dans une époque hyper... je deviens très difficile à kidnapper. Voilà, c'est mon but. Je vais être le plus difficile à kidnapper possible. Mais bon, ouais, 5 fois par semaine. On se reparle la semaine prochaine. Merci à vous pour votre patience et résilience. C'était